Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui? On va regarder euh, et comprendre la valeur ajoutée de la segmentation. C'est surtout ça qui est très important de comprendre la segmentation qu'on fait avec les attitudes et les comportements et les différentes façons qu'on peut l'exécuter. Je vais vous présenter le processus d'une segmentation en utilisant les différents niveaux des données et les différents niveaux de complexité. Nous allons pouvoir identifier les opportunités de changer le comportement des différents segments et nous allons explorer les moyens d'appliquer la segmentation. Après cette session, vous allez peut-être être prête à appliquer les informations de segmentation et peut-être de mener vos propres segmentations. Prochaine slide, s'il vous plaît. Alors déjà, qu'est-ce qui est la segmentation de l'audience? Prochaine slide, s'il vous plaît. Ah, il nous manque une petite visuelle, je pense, ici. Normalement, il y avait une petite image. C'est pas grave, c'est pas très grave. La segmentation est le process de diviser une large public en petits groupes. Alors, l'idée, c'est de comprendre notre population et de le diviser en groupes de personnes, ce qu'on appelle les segments. Alors, ces segments sont différenciés par leurs besoins, leurs valeurs et leurs caractéristiques. Alors, c'est-à-dire qu'on décide qui fait partie de chaque segment en regardant leurs besoins, leurs valeurs et leurs caractéristiques similaires. L'idée, c'est que ces différents groupes, les groupes de personnes qui ont ces croyances, valeurs et besoins différentes, vont réagir différemment aux informations de communication. Prochaine slide, s'il vous plaît. Ah, voilà. Ça, c'était le petit image. Voilà. Alors, la segmentation est utilisée depuis très longtemps. C'est déjà très courant. C'est juste peut-être qu'on n'a pas bien, on l'a pas bien reconnu. Alors, chez Facebook, ils utilisent la segmentation pour mieux cibler les audiences avec des annonces publicitaires, des suggestions de groupe, etc. Même le vendeur du coin qu'on voit ici sur la photo, il a organisé ses chaussures pour cibler des populations différentes. Alors, la segmentation, c'est très courant, c'est utilisé un peu partout. Prochaine slide, s'il vous plaît. Tout d'abord, la segmentation la plus connue et la plus utilisée, c'est la segmentation démographique. Alors ça veut dire qu'on cible les groupes basés sur leur genre, leur âge, leur localisation, etc., les facteurs démographiques. Prochaine slide, s'il vous plaît. Mais la segmentation, ça peut être beaucoup plus complexe et nuancé quand on regarde les comportements, les croyances et les valeurs. Toutes ces filles que vous voyez sur les photos, elles ont toutes le même âge, elles viennent du même quartier, mais elles ont des comportements très différents par rapport à la santé. Alors, si nous nous limitons avec la segmentation démographique, nous allons manquer les opportunités. Prochaine slide, s'il vous plaît. Pour appuyer, oui, voilà, très bien. Alors, en 2014, Camber a mené une collecte de données à l'échelle nationale au Niger. Nous avons interviewé à peu près 2000 femmes afin de développer un outil de segmentation. Ceci, c'était pour informer le conseil en planification familiale. Alors, l'idée, c'était vraiment comprendre les femmes au Niger, qu'est-ce qu'elles pensent par rapport à la planification familiale, quels sont leurs comportements autour de ça, leurs croyances, leurs valeurs, etc. Et puis, de les diviser en groupes avec ces facteurs. Alors, on a pu créer 5 profils de femmes avec des croyances, des valeurs et des comportements différentes par rapport à la planification familiale. Alors, comme vous voyez ici, les 5 profils qu'on a créés sont à droite. On a d'abord, par exemple, les élites modernes. Alors, les élites modernes, elles connaissent bien les méthodes de planification familiale. Elles les utilisent régulièrement. Elles ont de confiance dedans et elles comprennent bien comment les utiliser. On a les traditionnistes autonomes qui font 10% de la population.
Elles décident avec leurs partenaires qu'est-ce qu'elles vont faire en termes de planification familiale, mais elles ont décidé ensemble avec leur conjoint que les méthodes traditionnelles leur conviennent le plus. Les sceptiques protégés, à la fin, c'est 28% de la population. Elles ne connaissent pas les méthodes et elles ne leur font pas confiance. Alors, elles n'ont pas confiance dans les méthodes de planification familiale. Alors, c'est avec ces informations de notre étude qu'on a pu développer ces segments. Prochaine slide, s'il vous plaît. Alors, il y a 6 étapes pour effectuer une segmentation. Tout d'abord, il faut définir les objectifs. C'est du programme. Alors, est-ce que c'est une segmentation pour mieux cibler les gens pour la vaccination de COVID-19? Est-ce que c'est pour changer les avis sur la planification familiale? Est-ce que c'est pour mieux comprendre et mieux cibler votre programme de nutrition, etc. Du coup, il faut tout d'abord définir l'objectif du programme. Et après, il faut définir l'objectif de la segmentation. C'est qui le cible de la segmentation? Alors, ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, c'était, on a regardé à peu près toute la population, sauf au Niger où on a regardé que les femmes. Alors, est-ce que pour votre programme, par exemple, si c'est sur le COVID-19, est-ce qu'on regarde toute la population ou est-ce qu'en fait, on est intéressé que à augmenter les vaccinations chez, je ne sais pas, les femmes enceintes ou les personnes âgées ou les jeunes, etc. Du coup, il faut tout d'abord cibler votre population si c'est important pour votre programme. En deuxième, il faut voir ce qui existe en termes de recherche déjà, parce que souvent, il va y avoir des recherches déjà, surtout si c'est sur un programme assez courant. Là, il faut comprendre bien quelles sont les croyances, les comportements et les valeurs autour de votre sujet de segmentation. Quelles sont les croyances qui existent déjà parmi votre population? Comment est-ce que vous pourrez commencer à créer des hypothèses sur les segments qui pourraient exister? Alors, qu'est-ce qu'on connaît déjà? Est-ce qu'on sait quels sont les facteurs qu'on sait qui influencent les décisions autour de votre sujet? Et puis, il faut regarder votre groupe cible et décider, OK, qu'est-ce qui sont les facteurs qui vont séparer les groupes en termes de croyances, en termes de valeurs, etc. En troisième, c'est là où on commence à mener nos propres recherches. C'est toujours bien de commencer avec les recherches qualitatives parce que là, on peut vraiment commencer à comprendre les nuances et bien comprendre les facteurs qui influencent la prise de décision et comment ces facteurs sont différents entre les groupes. Alors là, on peut faire les entretiens avec les individus, on peut faire les discussions de groupe, etc. Mais c'est vraiment pour mieux comprendre les facteurs et les nuances entre les facteurs. Prochaine slide, s'il vous plaît. Après, vous pouvez commencer à développer vos segments d'hypothèses. Alors là, on va vraiment commencer à sketcher, à écrire quelles sont les caractéristiques uniques de chaque segment. Alors, est-ce qu'on a peut-être une segment qui ont des croyances, et c'est leurs croyances peut-être religieuses, qui est le facteur le plus important pour leur prise de décision? Voilà, quelles sont les caractéristiques qui sont différentes entre les groupes? Après, c'est toujours bien d'effectuer les études. Nous, on fait souvent les études un peu assez développées. On sélectionne un ensemble de variables. Alors, ces variables, elles vont être les facteurs que vous avez compris dans votre recherche qualitative. Quels sont les facteurs les plus importants? C'est ça qu'on veut mieux comprendre dans les études quantitatives. Après, il y a plusieurs programmes qu'on peut utiliser. Nous, chez Camber, on utilise Latent Gold pour effectuer l'analyse. Après, on va avoir beaucoup de data, beaucoup de recherches quantitatives qui vont nous aider à mieux comprendre les segments et vraiment de les diviser avec les facteurs qu'on a mis dans l'étude quantitative. On peut définir les segments après cette étape. Prochaine slide, s'il vous plaît. Alors, mener une segmentation, ça nécessite absolument une priorisation. Parce qu'après qu'on comprend nos segments, il va falloir en fait décider qui est-ce qu'on va cibler.
comme vous avez vu dans la segmentation au Niger, on avait 5 segments. Alors, 5 segments, c'est souvent trop pour cibler. On ne peut pas vraiment, on n'a souvent pas les ressources pour cibler tous les segments. Et en plus, on va voir qu'elles sont pas tous facilement engagées ou facilement, elles vont peut-être pas facilement changer d'avis. Du coup, il faut prioriser. Nous, chez Canva, on utilise 3 critères. Pardon. On utilise 3 critères pour prioriser les segments et je vous invite à les utiliser aussi. Nous commençons d'abord avec l'opportunité de s'engager, c'est-à-dire quelle est notre opportunité pour engager avec cet segment? Est-ce que c'est un grand segment? Est-ce que ça représente une grande partie de la population? Ou est-ce que c'est vraiment tout petit? Quelle est leur demande non satisfaite? Quel est leur risque d'adapter un comportement malsain? Après, on regarde leur motivation. Il y a des segments souvent qui sont plus motivés que d'autres et plus ouverts que d'autres au changement. Et c'est ça qu'il faut évaluer un peu, c'est voir est-ce que c'est un groupe qui est vraiment très fermé et ça va être très difficile de leur changer le comportement, ou est-ce qu'il y a une chance qu'on peut les aider à changer d'avis. Après, il faut regarder votre capacité de leur engager. Quels sont les canaux disponibles pour interagir avec eux? Comment est-ce que vous évaluez leur ouverture au changement? Est-ce qu'ils ont l'agence de s'engager avec vous ou est-ce qu'il faut cibler quelqu'un d'autre dans leur vie? Quels sont les défis de leur vie privée auxquels il va falloir faire face pour leur engager? Il faut évaluer tout ça pour choisir en fait qui est-ce qu'on va cibler, quand et comment. On peut des fois cibler chaque segment, mais avec peut-être un engagement différent, c'est-à-dire un effort différent. C'est-à-dire qu'on va peut-être mettre le plus de nos ressources dans un ou deux segments où on pense qu'on a vraiment une opportunité de leur changer d'avis et peut-être essayer un peu moins avec ceux qu'on sait que ça va être très difficile. Ou l'inverse. C'est vraiment un choix, mais il faut avoir vraiment des critères pour faire ce choix. Prochaine slide, s'il vous plaît. Alors, la segmentation, ça a été utilisé pour la plupart dans les études de marché, pour cibler les gens dans les marchés dans le secteur privé. C'est une stratégie de marketing très efficace, mais il peut avoir un très grand impact dans le secteur social, non seulement dans la planification familiale, mais à travers beaucoup de sujets. Ça peut impacter toute l'organisation en ciblant les différents leviers de changement. Ça devrait vraiment être la priorité d'utiliser la segmentation psycho-comportementale. Vraiment, la segmentation démographique, ça peut être utile, ça dépend c'est quoi le sujet, mais regarder les comportements, les pensées, les valeurs des gens, ça va être beaucoup plus utile. Ça n'a pas du tout besoin d'être coûteuse ou complexe. Ce que je vous ai montré en termes d'étapes, ça peut être coûteux si on décide d'utiliser une agence de marketing pour faire la stratégie. Oui, ça peut être très, très coûteux. Mais la segmentation, ça se fait aussi autour d'une table avec vos intervenants importants et avec quelques recherches qualitatives. Ça se fait absolument. Après, la conception des programmes peut bénéficier radicalement de l'utilisation des données et d'informations de segmentation. On recommande fortement de l'utiliser. Alors maintenant, je vais vous donner quelques exemples de la segmentation qui ont été faites par quelques grandes organisations et puis une que nous avons faite. Prochaine slide, s'il vous plaît. Et prochaine, s'il vous plaît. Alors, ça, c'est une étude de Johnson & Johnson que nous avons utilisée dans une de nos projets. Alors, Johnson & Johnson, en 2020 et 2021, ils ont mené une analyse de segmentation en 3 pays. Ils ont ciblé le Kenya, Zambie et Nigeria. L'idée, c'est que ces 3 pays représentent l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe et l'Afrique de l'Ouest. Ils ont pris 800 répondants en chaque pays pour mener ce sondage. 50% femmes, 50% hommes. Voilà. Alors, l'idée, c'était vraiment de comprendre pourquoi est-ce que les gens ne se font pas vacciner.
quelles sont les barrières, les défis, les attitudes, les comportements qui fait que les gens ne se font pas vacciner. Et après, c'était vraiment pour informer leur campagne de marketing et surtout pour les gens qui travaillent dans la communication pour leur aider avec leur programme de vaccination. Prochaine slide, s'il vous plaît. Alors, ce que Johnson & Johnson, ils ont trouvé en fait 5 segments qui existaient dans ces 3 pays. Alors, ces segments étaient vraiment applicables à travers les 3 pays. Je signalais, on a perdu le PowerPoint. C'est pas très grave, mais voilà. Alors, on a ces 5 segments. Alors, ce qui était le plus important pour différencier ces 5 segments, c'était 3 facteurs. Alors, les perceptions d'une maladie. Alors là, ils ont vu que ce que les gens ils connaissaient sur le COVID-19, s'ils pensaient que c'était une maladie grave, etc., ça, c'était très important. En deuxième, c'était les perceptions du vaccin. Alors, est-ce que les gens ils pensent qu'il y avait un vrai risque autour du vaccin? C'est quoi leur expérience personnelle ou leurs expériences de leurs proches qui connaissent sur le vaccin? Et troisième, c'était les canaux d'information. C'est où est-ce que les gens ils ont leurs informations? Qui sont leurs sources principales de conseils sur le COVID-19 et les vaccins? Alors, on voit, on a 5 segments. Les confiantes, alors c'est eux qui sont bien convaincus du menace de COVID-19 et de l'efficacité du vaccin. Ils sont motivés par la responsabilité envers leur communauté et pour la plupart, ils se font vacciner. Alors pour eux, on ne s'inquiète pas. Eux, ils vont se faire vacciner. Après, on a les sceptiques. Eux, ils sont convaincus du COVID-19, mais ils ne sont pas convaincus de l'efficacité du vaccin. Les cyniques, ils ne sont pas convaincus du COVID-19 et ils ne sont pas du tout convaincus par le vaccin. En quatrième, on a les pragmatistes qui sont convaincus de la menace de COVID-19 et du vaccin, mais ils ont des obstacles très pratiques à la vaccination. Alors, soit c'est distance, transport ou quoi que ce soit, ils ont des obstacles pratiques. Et dernièrement, on a les ambivalents qui ne sont pas vraiment convaincus du COVID-19, mais le plus grand obstacle, c'est qu'ils manquent de la motivation pour se faire vacciner. Alors, quand on a parlé de la priorisation, je ne sais pas, j'aimerais bien entendre ce que vous pensez de la priorisation, mais ce que moi je ferais, alors les confiantes, on n'a pas vraiment besoin de les cibler parce qu'eux, ils vont déjà se faire vacciner. Mais on peut peut-être servir d'eux pour convaincre les autres personnes. Les sceptiques, ils sont bien convaincus du vaccin, du COVID-19, mais pas du vaccin. Alors là, on a une opportunité de les convaincre du vaccin, peut-être. Il faut bien regarder dans qui est-ce qu'ils ont confiance et comment est-ce qu'on peut mobiliser ces personnes pour les convaincre, etc. Alors, c'est un peu comme ça qu'on fait la priorisation. Prochaine slide, s'il vous plaît. Alors, ça, c'est une autre enquête qu'on a fait. Là, c'était autour du paludisme. Alors là, on voulait vraiment comprendre. Ça, c'était quelque chose que Camber on a fait. C'était une étude que Camber on a fait pour comprendre quels sont les comportements des femmes par rapport au paludisme, surtout leur comportement prénatal. Du coup, on a regardé les femmes, leur comportement envers les visites prénatales, ce qui est par rapport aux recommandations de l'OMS. Alors, l'OMS, bien sûr, il recommande qu'on fait des visites prénatales 8 fois pendant la grossesse. Du coup, c'est la première chose qu'on a regardé. Combien de fois avez-vous fait les bilans pendant votre grossesse? Après, on leur a demandé, est-ce que vous pensez que les fournisseurs de services prénatal traitent les femmes enceintes avec du respect? Alors là, c'était vraiment pour comprendre c'était quoi leur expérience pendant ces visites. Et en dernier, on a demandé à les femmes combien de fois est-ce que vous avez pris les médicaments pour vous protéger contre le paludisme pendant votre grossesse.
Alors, on sait très bien que les femmes enceintes, elles sont plus à risque pour le paludisme, pour avoir la maladie très, très grave, et pour leurs enfants. Et du coup, c'est très important déjà qu'elles fassent les visites prénatales et qu'elles prennent les médicaments contre la paludisme. Alors, ce qu'on a trouvé, euh, prochaine slide, s'il vous plaît, on a trouvé encore 5 segments. Euh, et là, c'était vraiment c'était 5 segments qui sont différentes par rapport à leurs pensées, leurs valeurs, leur motivation autour de les visites prénatales et le paludisme. Alors, je vais pas voir tous les segments, mais je vais vous dire un peu les spécificités sur chaque. Segment 2, par exemple, elles sont convaincues de la menace du paludisme, mais elles sont souvent en retard. Du coup, en fait, elles ne sont pas très pressées pour faire leur visite prénatale ou pour prendre les médicaments. Du coup, elles viennent en retard pour les visites. Elles ne les font pas très, très souvent. Voilà. Segment 3, elles ne sont pas du tout euh, convaincues du menace du paludisme, car dans leur communauté, c'est pas très courant d'y aller. C'est pas très courant d'y aller pour les visites prénatales, ni pour prendre les médicaments contre le paludisme. Segment 4, c'est les nouvelles mères. Alors, les nouvelles mères, elles ont peut-être moins d'expérience avec les visites prénatales. Elles sont souvent célibataires, cet segment, et leurs expériences qu'elles ont eues prénatales n'étaient pas positives. Elles ont trouvé que les fournisseurs de santé priorisaient les femmes qui venaient avec leur conjoint. Et du coup, elles n'ont pas vécu vraiment des bonnes expériences prénatales et du coup, elles ne voulaient pas retourner. Alors, nous avons testé ces segments au Malawi et on a trouvé avec les fournisseurs de santé, ils ont validé ces segments. Et du coup, ils ont trouvé que ces segments représentent vraiment des personnes et des femmes qui viennent pour les visites prénatales et contre la paludisme. Prochaine slide, s'il vous plaît. Alors, les facteurs qu'on a trouvés qui étaient les plus importantes pour différencier les groupes de femmes, c'était tout d'abord l'influence du conjoint ou du partenaire. Alors, l'influence du conjoint dans la prise de décision, c'était vraiment très important pour voir si les femmes elles allaient faire les visites prénatales. En deuxième, on a les normes sociales. Alors, comment est-ce que les femmes, elles perçoivent leur communauté et les normes de leur communauté par rapport à les soins préventifs et les visites prénatales? Est-ce que c'est normal que tout le monde y va ou est-ce qu'il y a un peu de pression sociale pour ne pas y aller? En troisième, c'était la confiance dans les traitements. Alors, est-ce que les femmes, elles ont vraiment la confiance dans les traitements et les médicaments qui viennent d'un établissement de santé? Alors ça, c'était vraiment une partie qui était différente entre les femmes. En quatrième, c'était la perception des agents de santé. Alors là, on a vu les nouvelles mères, elles ont vraiment une perception pas très positive des agents de santé. Et c'est vraiment ça la barrière qui veut dire qu'elle ne veut pas aller en fait au centre de santé. Et en dernière, c'était la perception du risque du paludisme. Alors, est-ce qu'elles pensent que c'est vraiment un problème pour elles? Est-ce qu'elles l'ont déjà eu? Est-ce qu'elles ont des amis, de la famille qui ont déjà vécu ça? Est-ce qu'elles pensent que c'est vraiment grave? Il y avait d'autres facteurs aussi, les croyances traditionnelles et religieuses, les incentives pour la participation aux visites prénatales et la peur des effets secondaires. Mais les 5 à gauche, c'était vraiment les facteurs les plus importants. Prochaine slide, s'il vous plaît. Alors, vous avez plusieurs opportunités pour apprendre plus sur la segmentation. Le GHEL qui vient de Breakthrough Action, ils ont une plateforme qu'on peut utiliser pour faire des cours en ligne. Prochaine slide, s'il vous plaît. Alors, il y a une cours qui s'appelle Appliquer la segmentation à SPC dans la planification familiale. Alors ça, c'est développé pour une compréhension facile et solide de comment, pourquoi et c'est quoi la segmentation.
Alors ça, c'est vraiment un cours que je recommande. Ça va vous aider à vraiment faire et concevoir votre propre segmentation. Et ici, encore, s'il vous plaît, il faut juste cliquer encore. Voilà. Alors, c'est comme ça que vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire. C'est simple, c'est gratuit. Je pense qu'on va partager ces slides après. Du coup, vous pouvez bien utiliser ça pour vous inscrire et faire partie du cours. Et en dernière, je voulais juste vous signaler, prochaine slide s'il vous plaît, il y a un cours à venir sur la segmentation. Avec Break Direction, nous sommes en train de développer une cours sur Course Plus. Ça va être en ligne, un cours en ligne. Ça va être une cours qui est live. Vous pouvez rejoindre live avec les experts de segmentation qui viennent de notre équipe. Il y a 3 sessions. La première session, c'est pour l'introduction à la segmentation. On va aussi avoir du temps pour les questions-réponses. En deuxième, on va faire une étude de cas de la segmentation dans le monde réel. Alors, un peu ce qu'on a fait aujourd'hui, mais beaucoup plus développé et avec les questions-réponses. Et session numéro 3, ça va être comment mettre en œuvre la segmentation dans votre contexte. Et après, bien sûr, il va y avoir une question-réponse. Alors, on va vous faire parvenir de cette cours quand on l'a fini. Mais voilà, c'est à venir. Prochaine slide, je pense que c'est la fin. Voilà, merci beaucoup. Jean-Jacques, je ne sais pas si on a du temps pour les questions. Merci Madeleine. Comme on a une deuxième présentation, je pense qu'on peut garder les questions et puis à la fin, tous ceux qui ont des questions pourront le faire parce que si on commence les échanges actuellement, peut-être qu'on peut rentrer dans le temps encore. Elvis, vous êtes avec nous? Merci beaucoup Madeleine Webb de votre brillante présentation. J'apprécie beaucoup votre présentation porte sur l'introduction à la segmentation. Et de là, nous avons vraiment apprécié les grandes lignes que vous avez brossées. D'abord, je m'excuse un peu pour les aléas techniques. Donc, on peut retenir vraiment la substance de votre présentation si brillante qui a porté sur d'abord les objectifs de cette formation à la segmentation. Merci infiniment. Vous êtes revenu sur la définition de la segmentation de l'audience. Et là, vous avez soulevé quoi et pourquoi de la segmentation. Et nous avons aussi retenu que vous avez retracé le type de segmentation. C'est vraiment intéressant. Vous avez cité par des exemples concrets du Niger. Et là, vous avez montré, bien entendu, les étapes pour effectuer une segmentation. Et là, vous avez retracé les critères communs pour cela. Et vous êtes revenu sur le pourquoi de la segmentation. Et c'est très important, vous avez retracé son importance. Et là, vous avez cité par une étude de cas et certains contextes que nous allons devoir effectuer après. Donc, on retient que c'était vraiment une présentation brillante. On aura de beaux échanges, de belles échanges, je crois, à l'issue du partage. Merci infiniment, Madame Madeleine Webb, pour votre brillante présentation. À présent, je pense qu'il y aura une série de questions. Comme Jean-Jacques l'a dit, je souhaite que l'on puisse les ramasser à la fin de la deuxième présentation pour gagner du temps. Merci infiniment, Madeleine. Et donc, présentement, nous allons... On est ensemble. Merci vraiment, Madeleine, pour votre brillante présentation. Et là, nous allons devoir inviter Monsieur Dr Oumarou Amadou. Bonjour, Dr Oumarou Amadou. Bonjour, Elvis. Bonjour. Bonjour, depuis Niamey. Docteur. Merci. Depuis la RDC, d'entrée de jeu, je vous présente globalement à tous nos invités, tous ceux qui participent ici. Docteur Oumarou Amadou, vous êtes détenteur d'un doctorat en sciences infirmières et de Master 2 en éducation, options statistiques, planification, avec plus de 11 ans dans l'enseignement en santé, dans les écoles et universités en santé, et plus de 7 ans dans l'humanitaire, dans le développement.
Et donc, merci. Nous avons vraiment intérêt de partager votre point de vue aujourd'hui. Et vous êtes aussi un membre de Breakthrough Action au Niger, où vous mettez en œuvre des activités de la santé reproductive et la planification familiale. Merci infiniment, Dr Oumarou. À présent, nous allons vous écouter pour pouvoir nous édifier afin de profiter des échanges aussi fructueux à la fin de votre présentation. Merci, vous avez la parole, docteur. Bienvenue. Merci. Merci, Elvis. Jean-Jacques, on peut avoir le partage. Elvis, vous avez la possibilité de partager sur vous là-bas. Ok, cliquez dessus encore pour que vous puissiez ouvrir le PowerPoint. Est-ce que vous pouvez cliquer encore sur le PowerPoint? Dr Oumarou. Oui, si vous avez des problèmes, OK. Merci. Donc, nous avons l'honneur de vous présenter la segmentation d'audience et le développement des messages en CSC, en planification familiale au Niger, qui serait présenté par ma modeste personne. Diapo. Au Niger, la qualité de la prestation des services de santé est jugée insuffisante, ce qui explique en partie la baisse des taux de fréquentation des formations sanitaires. Pour faire face à ce problème important, le ministère de la Santé de la Population et des Actions sociales a fait de l'amélioration des prestations des services de santé l'une de ses priorités. Ainsi, Breakthrough Action, en collaboration avec le ministère de la Santé, a eu à développer des prototypes qui visent à accroître l'empathie entre les prestataires et les prestataires de services PF et les clientes. Et aussi, rendre le counseling beaucoup plus spécifique, parce qu'il y avait ce problème de spécificité du counseling par rapport aux besoins des clients et par rapport à leur statut. Donc, d'où l'aspect segmentation et la bienvenue. Diapo. Donc, pour pouvoir faire cet exercice, il a fallu faire une analyse de situation pour pouvoir dégager exhaustivement les problèmes que rencontrent les services de santé dans ce domaine-là. Ainsi, il est ressorti qu'il y a une insuffisance de communication interpersonnelle, un mauvais accueil, un déficit d'information sur les effets secondaires. Beaucoup de recherches sont revenues dessus au Niger, sur des carences de collecte de données, des limites, les choix des clients sont très limités parce que très peu de méthodes leur sont présentées. Insuffisance dans l'organisation des services, donc insuffisance dans la confidentialité. Il y a aussi, les clientes se plaignent beaucoup d'une longue attente. L'insuffisance de l'implication des hommes dans les questions des PF, parce qu'il n'y a pas d'espace
on donne au sein des services de santé où les hommes sont accueillis en planification familiale, où il y a peu de messages spécifiques qui sont adressés à ces hommes. Donc, ça a créé c'est devenu un vrai problème. Difficulté d'accès à l'information pour les jeunes et les adolescents. Donc, les jeunes ne se sentent pas inclus et il y a très peu d'espaces jeunes créés. Donc, il y a une insuffisance et aussi les personnes, pas seulement les jeunes, même les personnes adultes non mariées vivent ce stigma. Japon. Pour pouvoir résoudre ces problèmes que nous venons de citer, Breakthrough Action avec le ministère de la Santé a procédé par l'approche diagramme de processus de changement social et comportemental. Ainsi, dans ce diagramme, il y a 3 phases. La phase de définir le problème, la phase de concevoir et la phase d'appliquer ce qu'on a conçu. Ici, durant la phase de définition du problème, nous avons une première phase où il faut faire la recherche des solutions qui ont fait preuve, donc les bonnes pratiques, les bonnes solutions qui sont déjà disponibles, et il faut aussi les approfondir, qui est la deuxième sous-phase de la phase définition. À travers, nous l'avons fait avec l'entretien avec des prestataires, des communautaires, les agents du ministère de la Santé, à travers des ateliers d'idées, analyse de situation. Et ce qui nous a permis de pouvoir concevoir des prototypes au cours des ateliers que nous avons appelés des ateliers de co-création et définition de prototypes. Et ces prototypes définis, nous les avons testés. Donc, la 3e phase du flowchart. Japon. Les actions menées, comme nous avons dit, il y a eu, pour pouvoir aller à tout cela, il faut d'abord déclarer une déclaration d'intention. Le ministère de la Santé a dit voici ce qu'on veut. Et à partir de ce qu'ils veulent, nous sommes partis dans le marché des idées et nous promener dans le marché des idées, c'est-à-dire des solutions existantes qui ont été déjà proposées, qui sont là, telle que la segmentation qui est faite depuis 2014 par Campbell au Niger, et bien d'autres solutions qui sont là. Et nous avons aussi cherché à les juxtaposer et à voir les gaps et trouver aussi à faire des prototypages qui permettront de pouvoir remplir ces gaps, le tout pour mieux répondre aux besoins des clients, le tout pour vraiment créer un environnement favorable à la planification familiale dans les services de santé. Ces prototypes élaborés avec les nouvelles solutions par rapport aux gaps qui sont dégagés, nous les avons testés dans 3 régions du Niger, à savoir Niamey, Zander et Maradi. Donc, il reste la phase mise en œuvre qui viendrait, machallah, en mars. Japon. Ainsi, l'intention que le ministère de la Santé a eu à développer par rapport à ce processus, c'est que nous rêvons d'une amélioration du comportement des prestatateurs à travers la valorisation de la profession de la santé avec un personnel techniquement compétent et socialement intégré, mettant un accent particulier sur la communication interpersonnelle soutenue et accompagnée par des communautés engagées pour les actions en faveur de la santé. Voilà l'intention qui a été formulée au niveau du ministère de la Santé et nous sommes rentrés dans le jeu. Diapo. Ainsi, dans le marché d'idées, nous avons dit qu'il y a des solutions existantes, il y a des gaps et nous avons pu proposer 3 solutions pour pouvoir créer un changement de comportement et social au niveau des centres de santé. Ainsi, la solution première est l'engagement des prestateurs par une promesse prestateur-client, y compris les personnes vulnérables. Donc, à ce niveau, nous allons voir les outils qui ont été développés. La solution numéro 2 que nous avons eu à développer, c'est les 4 conseils par segment et 4 conseils spécifiques
par méthode contraceptive, donc ce qui revient à la segmentation que la collègue vient de nous édifier par rapport. La troisième solution, c'est l'évaluation des prestataires et les services PF en collectant des retours des utilisateurs. Parce que trop souvent, il n'y a pas de feedback. Donc, l'agent de santé fait bien, il ne fait pas bien. Il fait comme bon lui semble. Donc, s'il y a un système de feedback, ça permettrait à imposer la qualité, à imposer la rigueur dans le travail. Ainsi, à Nota Bene, il est prévu un système de motivation des prestataires à travers des badges. Des badges, on les alloue des badges, ceux qui ont pu performer. Nous allons voir comment est-ce que la personne peut acquérir ces badges-là. Et aussi les centres aussi qui ont eu l'essentiel de ces agents qui ont des badges, ou tous ces agents ont des badges, ce qui prouve que tous les agents sont des pros qualité en PF. Donc, le centre aurait son panneau d'assurance qualité en planification familiale. Diapo. Donc, la co-création et résultat. Donc, au niveau de la co-création, pour le climat qui permet de pouvoir créer un environnement favorable, nous avons conçu des outils qu'on appelle le premier qui est la promesse. Ici, l'agent de santé et le prestataire prend l'un et l'autre des engagements vis-à-vis de l'un et l'autre. Le premier, le prestataire, l'agent de santé, va dire, par exemple, je vous traiterai avec respect et compassion, j'écouterai attentivement vos questions et préoccupations et je vous répondrai au lieu que vous voudrez. Et le prestataire aussi va pouvoir prendre son engagement et dire, je serai ouvert à tout dialogue et je vous poserai toutes les questions qui me viendront, qui m'inquiètent. Et aussi, je vais vous donner mon avis par rapport, après avoir fini la prestation, donc le feedback, je veux voter, entre guillemets, pour que votre prestation a été bonne ou votre prestation n'a pas été à la hauteur de mes attentes. Donc, tous ces outils, vous avez les jetons, vous avez l'outil promesse tenue. Quand la promesse est tenue, là où, au niveau des boîtes de vote, là où la personne va aller voter, si c'est rouge, ça veut dire que la promesse n'a pas été tenue. Si c'est vert, ça veut dire que c'est là-bas, donc la promesse a été tenue et le client va pouvoir sanctionner la prestation qu'il a reçue. Diapo. Au niveau de cette promesse, nous avons la face côté client, c'est ça que nous avons, c'est le contenu que je viens de lire. Et aussi, donc, la face prestataire, donc, qui rappelle au prestataire de regarder le client quand le client parle, parce que trop souvent, on a constaté que quand les clients sont en train de poser leurs problèmes très sensibles, parfois le prestataire est occupé à remplir les documents ou occupé à passer des messages sur son téléphone, ça coupe comment est-ce qu'on appelle ça, la communication active. Il faut aussi écouter le patient, il faut lui poser des questions, il faut aussi lui répondre aux questions qu'il va entendre. Donc, c'est juste pour lui rappeler ce serment qui est le serment de Florence Nightingale, donc le serment des soignants de façon générale. Diapo. Guide. Donc, les guides qui sont élaborés pour pouvoir, comment est-ce qu'il faut utiliser ces outils-là. Donc, on a élaboré des guides par rapport à ça et qui seront distribués après cette présentation. Diapo. Donc, la segmentation dont le collègue de Camber a si bien discuté. Donc, l'outil de segmentation, ça c'est l'outil de segmentation qui a 12 questions avec des colonnes, 5 colonnes, et les 5 colonnes correspondent aux 5 segments qu'il y a au Niger dont elle a tantôt présenté. Donc, pour pouvoir déterminer à quel segment appartient la cliente, le prestataire procède par la segmentation des clients en posant des questions. Les questions sont déjà là. Il pose jusqu'à faire le total et le segment la colonne qui a le plus de points, c'est ça le segment de la cliente. Et c'est en fonction de ce segment-là que maintenant le message qui serait adressé
à la cliente serait formulé et spécifié. Et ce message est déjà préétabli, nous allons le voir dans l'outil au niveau des 4 segments. Diapo. Donc, c'est toujours l'outil qui permet de pouvoir segmenter les clients, les clientes. Donc, par exemple, la première question demande à la cliente si vous êtes-vous déjà rendu dans un centre de santé pour une consultation de planification familiale, oui ou non. Si c'est oui, si c'est non, voici là où il y a les colonnes qui ont des points 1, 1. Si c'est non, voici, et en faisant la sommation, on aurait pouvoir classer la cliente. Diapo. Donc, comme nous l'avons dit, voici les segments, les 5 segments en fin de compte et les parties réservées pour faire les totaux. Et ça permettrait de dire, voici, cette cliente appartient à tel segment. Vous avez le segment de la cliente, les étapes à suivre. Diapo. Vous avez les segments de la cliente. Vous allez utiliser maintenant l'outil que nous avons élaboré par rapport au segment et par rapport aux méthodes, ce que nous appelons l'outil des 4 méthodes et 4 segments. Pourquoi 4? Parce que dès que vous avez le segment de la cliente, par exemple les sceptiques inexpérimentés, vous allez partir à la page réservée aux messages spécifiques aux sceptiques inexpérimentés et pouvoir les donner le message qui est approprié à eux, qui permettrait de les inclure dans le programme. Diapo. Donc, l'aperçu sur le document, ce document a 3 parties. L'introduction du counseling, la présentation des messages clés par segment et la présentation des méthodes dont j'ai tantôt expliqué. Donc, ça permettrait aussi, la seconde part, nous allons voir qu'il y a des méthodes et comment est-ce qu'il faut étaler. Nous avons vu les insuffisances qu'on dit que les prestateurs n'ont pas suffisamment d'informations et n'ont pas d'informations sur les effets secondaires. Donc, il s'agit aussi de trouver des solutions par rapport à ça. Diapo. Donc, le counseling, du coup, voici les étapes qui vont venir. Donc, la bienvenue du client va rester. La segmentation du client va s'introduire au niveau des étapes. Et la segmentation, le conseil par segment. Donc, vous allez faire le counseling au client en fonction de son segment et pouvoir lui permettre de choisir une méthode et en conclusion, lui dire quand revenir. Le quand revenir peut bien vouloir être les rendez-vous ordinaires ou aussi quand il y a problème, quels sont les problèmes qui méritent de revenir au centre. Diapo. Les fiches méthodes ou les cartes méthodes. Donc, les fiches méthodes, comme nous l'avons dit, c'est en fonction des 5 segments qui ont été déjà présentés par la collègue au Niger. Nous avons 5 segments au niveau de la planification familiale. Dans le premier segment, c'est les sceptiques inexpérimentés. Au niveau des sceptiques de ce tableau, vous avez un ensemble d'informations, des informations sur le segment. Quand on vous dit sceptiques inexpérimentés, qu'est-ce que cela veut dire? Qui sont les sceptiques inexpérimentés? Vous avez le résumé. Vous avez aussi quelles sont les méthodes potentiellement intéressantes. Qu'est-ce qui intéresse ces sceptiques inexpérimentés? Donc, nous avons les méthodes d'abstinence, les méthodes naturelles, plus les méthodes traditionnelles ou les méthodes de courte durée, les pilules au grand maximum. Donc, les informations sur ces segments, sur ce segment, par exemple, vous pouvez avoir comme information que ce groupe de personnes-là, ils ont souvent des rapports sexuels très jeunes. La famille et les maris ont un poids important sur ces décisions, y compris celles de la PF. Trop opposés à la limitation et l'espacement des naissances. Ils sont opposés. Et le message qui leur sont adressés, c'est un message d'abord, comme on a dit, un problème d'accueil, de les accueillir, donc les respecter. Bonjour madame, soyez encore la bienvenue au centre de PF. Donc, juste leur donner des sièges à s'asseoir, ainsi de suite. Et maintenant, discuter, la discussion doit porter essentiellement
sur un ensemble, ce sont des sceptiques. Les sceptiques, on a dit qu'il faut, c'est des gens qui se sont mariés très jeunes, on a dit qu'ils ne décident pas sans leur mari, donc il faut les mettre en confiance que c'est très bien de prendre une décision avec le mari, comme ça, quand il y a un problème, vous allez pouvoir gérer ça ensemble. Il faut les mettre en confiance, il faut aussi les donner toutes les informations nécessaires pour qu'ils puissent aller édifier leur mari ou leur demander au besoin d'inviter leur mari pour recevoir l'information ensemble. Il faut les expliquer l'utilité de la planification familiale, le bien fondé de la planification familiale, que ça réduit les morbidités et mortalités maternelles. Ça permet aussi de pouvoir bien allaiter son enfant. Et il faut les faire revenir aux croyances aussi, parce que trop souvent les sceptiques aussi ont des problèmes de croyances dans le contexte nigérien où nous avons un argumentaire religieux qui dit que l'enfant doit être allaité 2 ans et que si l'enfant doit être allaité 2 ans, c'est un verset coranique, il faut donc au moins faire l'espacement de naissance de 2 ans. Et la troisième partie de ce tableau nous donne les outils, les actions à prendre. Donc, ouvrez la mallette, commenter les différentes méthodes, donner les avantages. Et le sous-point qui est en bas, c'est après le choix de la méthode, mettre la carte méthode pour donner des informations. Donc, nous allons voir à quoi ressemble cette carte méthode. Diapo. Donc, les proactifs en santé qui sont un peu opposés aux sceptiques, eux, c'est des personnes qui ont pour méthode qu'ils peuvent utiliser. Nous avons les pilules, les injections et les DU, les méthodes de longue durée. C'est des gens qui se rendent régulièrement au niveau des centres de santé. C'est des gens qui sont ouverts pour toute discussion et toute méthode quand la méthode convient à leurs besoins. Ils n'ont pas de barrière, ils aiment les informations, ils sont déjà informés par rapport à la santé. Les discussions qu'on peut tenir avec ces gens-là, c'est vraiment les soutenir dans leur élan, les donner plus d'informations, parce que ces gens vont venir, ils ont déjà une information, donc vous allez leur demander de présenter leur niveau et vous allez leur augmenter. Il faut toujours faire une mise à niveau par rapport à cette catégorie-là pour encore davantage les outiller. Il faut leur donner le mandat de relais pour qu'ils puissent aller en communauté pour pouvoir vous représenter et jouer le rôle de mobilisateur communautaire en faveur de la planification familiale. Donc, voilà le message qu'on peut adresser à ces gens-là. Diapo. Les conservatifs passifs qui ressemblent aux sceptiques inexpérimentés, ils croient à la tradition, ils sont trop opposés aux idées de limitation du nombre d'enfants, mais acceptent l'espacement. La différence avec les sceptiques, c'est qu'ils acceptent l'espacement, reconnaîtraient probablement d'avoir un autre enfant tout en espaçant, donc ils pensent que c'est bon d'espacer et ne cherchent généralement pas à s'informer sur la PF. Ils sont conservatifs, traditionnels, passifs, donc ils n'aiment pas aller vers l'information. Pour ces gens-là, il faut leur donner, c'est une opportunité de leur donner suffisamment d'informations sur la planification familiale. Et aussi la gestion des rumeurs, il faut gérer les rumeurs qui courent et aussi il faut aussi argumenter sur l'aspect religieux. Et donc nous avons jusqu'à un verset coranique qui est là, qui soutient et qui les permet à pouvoir les amener à comprendre que la planification familiale n'est pas interdite par la religion, particulièrement la religion musulmane qui représente 99% de la population. Diapo. Les élites modernes, comme le précédent présentateur l'a dit, c'est un groupe de personnes qui sont instruits, qui ont déjà des connaissances, qui ont beaucoup de voies par lesquelles ils peuvent se renseigner. C'est des gens qu'il faut aussi juste outiller davantage, les donner des informations, les dernières nouvelles par rapport à la planification familiale et leur donner le mandat de relais, de pouvoir continuer à sensibiliser. Et ils sont ouverts aux méthodes comme les injectables, le DU, les implants, donc les méthodes de longue durée.
Les autonomes traditionnels, eux, ils ont une préférence pour les méthodes naturelles et traditionnelles. Donc, vous avez la méthode MAMA, la méthode de retrait, le coitus interrompu, et parfois des pilules, rarement. Donc, c'est des personnes qui sont trop conservateurs. Donc, il s'agit de les mettre en confiance par rapport à une méthode traditionnelle et naturelle. Et néanmoins, il s'agit aussi de dégager les limites de ces méthodes-là. Par exemple, le coitus interrompu, nul ne saurait quand il va pouvoir réagir et faire cela. Ça a beaucoup d'effets, de conséquences. Ça pourrait ne pas réussir. Les amulettes ou les gris-gris, trop souvent, ils ont les bons donneurs de ces amulettes-là. Ceux qui détiennent ont disparu. C'est des marchands d'illusions qu'on a de nos jours. Et il s'agit aussi de penser, ces produits sont à vendre, alors que les produits modernes de planification familiale au Niger sont gratuits. Donc, c'est cet argumentaire-là qui est développé ici pour vraiment les amener à adhérer au programme de planification familiale. Diapo. Les fiches méthodes. Les fiches méthodes, c'est présenter la méthode, l'image de la méthode, une image neutre. Nous n'avons pas voulu prendre des images colorées. Et il s'agit aussi de définir c'est quoi cette méthode. Il s'agit aussi donc comment l'utiliser, dire au client comment utiliser cette méthode-là. Donc, le prestataire va expliquer au client comment utiliser les avantages de cette méthode, les effets secondaires, parce que c'est beaucoup de recherches, les résultats de recherche ont montré que voici les insuffisances qu'on a. Les clients ne maîtrisent pas assez de ces choses-là et on a fait la combinaison de ces prototypes pour aboutir à cela. Diapo. Il y a aussi, toujours comme nous sommes dans le domaine du changement de comportement, parmi les stratégies du changement de comportement, il y a l'économie comportementale. La personne choisit, il peut choisir une méthode pour la planification familiale, il peut le choisir pour plusieurs autres raisons. Il faut trouver ces raisons-là et pouvoir faire un résumé à travers des émoticônes qui permettraient de pouvoir répondre aux besoins non exprimés des clientes. Donc, la cliente peut venir, elle veut une méthode pour le cas du Niger, où elle veut aller au pèlerinage, elle veut une méthode où elle ne va pas saigner. Donc, il s'agit de trouver dans la gamme des méthodes qui ne vont pas amener, il n'y a pas de règles, où il n'y a pas de spotting et tout ce qui s'ensuit. Nous avons aussi les jetons, à diapo continue. Donc, après avoir présenté cela, il s'agit, vous avez fini, quand vous avez donné la conclusion, donc vous allez permettre à la cliente de sanctionner votre prestation en lui donnant les jetons et elle va pouvoir aller au niveau de la boîte à suggestions pour pouvoir exprimer ce qu'elle a ressenti comme qualité de prestation. J'ai dit la partie où il y a ici la promesse est tenue, donc elle va voter pour la prestatrice ou quand la promesse n'est pas tenue, donc le rouge et le tout serait sanctionné et au bout d'un mois après le dépouillage ou 3 mois, on va pouvoir dépouiller et attester le prestataire de badge. Merci beaucoup pour votre très aimable attention. À vous. Merci, Adamo. Elvis, vous avez la parole. Nous allons passer maintenant. Elvis, vous avez la parole. Est-ce que vous êtes avec nous? Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, docteur, de votre brillante présentation. En tout cas, nous avons été édifiés de votre présentation qui est revenue sur plusieurs points qu'on va essayer à titre de rappel avant de commencer la série de débats où vous allez intervenir, vous allez interagir avec l'ensemble de tous les participants. Ils vont devoir poser des questions de compréhension, de contribution supplémentaire. Vous également, vous allez vous sentir à l'aise, Madame Madeleine, et vous, de poser d'autres questions
pour comprendre davantage la quintessence de notre thématique de la segmentation. Merci infiniment. Vous êtes revenu sur le contexte, ce qui était un peu bien parce que vous avez rappelé aussi les défis au Niger. Vous êtes revenu sur une analyse de la situation. Vous êtes revenu sur le contexte. Vous avez dégagé les actions. Vous avez montré même un exemple de l'atelier d'intervention, ce que vous pensez avec le ministère de la Santé. Vous êtes revenu sur le marché des idées. C'était intéressant. Donc, vous avez reparlé, ce qui m'a beaucoup touché, de la co-création et de résultats. C'était vraiment fantastique. Et là, vous êtes revenu sur une série de promesses face côté client. Vous êtes revenu sur un bon accueil, une bonne écoute et une confidentialité. Là, je pense que c'était très important. Vous êtes revenu sur face côté prestataire. C'était intéressant, docteur. Et donc, vous êtes revenu sur des guides du facilitateur. Et là, vous avez parlé de guide de l'animateur, de l'animation. Et là, vous êtes revenu sur des réflexions sur le vécu et autour des évaluations. C'était intéressant. Donc, vous avez retracé les outils et de la segmentation. Et là, vous êtes venu sur les instructions à donner. Vous avez cité sur des exemples concrets. C'était vraiment riche. Vous êtes revenu sur la segmentation en question. Et là, vous avez fait aussi un aperçu de solutions développées. Là, il y a les étapes du counseling par segment. Vous êtes revenu sur la sceptique inexpérimentée. Et là, vous êtes revenu sur la proactive en santé, la conservation passive, élite moderne. J'ai été vraiment séduit. Et vous avez cité par l'autonome traditionnel. Et là, je suis en train de voir, vous avez déterminé par un peu la pilule avec des exemples concrets. C'était riche. Et là, vous avez fini par le jeton comme exemple. Vous avez fini par des boîtes à images, boîtes à feedback. D'abord, ça, c'est ce que je fais actuellement dans le boîte à feedback et de badge. Merci infiniment de votre présentation. À présent, nous allons devoir passer aux étapes des échanges et des questions. En tout cas, tous les participants, vous êtes libres d'interagir dans ce forum. Les deux présentateurs sont là, les oreilles grandement ouvertes et disposées au débat. Bienvenue aux questions. Et si vous avez la possibilité de lever votre main ou même de laisser votre question dans le chat, je précise que un peu au début, lorsque Madeleine présentait, nous avons perdu un peu le Zoom pour quelques secondes. Donc, pour ceux qui avaient laissé leurs questions un peu plus tôt, nous avons perdu ces messages-là. Oui, M. Joël, allez-y pour votre question. OK. Merci beaucoup. Bonsoir encore à tous et à toutes. Je voulais remercier les présentateurs et puis les féliciter pour la brillante présentation qu'ils ont eu à faire. Il y a juste 3 petites questions. La première question, c'est dans la première présentation liée à l'introduction sur la segmentation, il y a un élément qui a été brièvement suggéré dans la présentation, c'est, je crois, un outil d'analyse, le Latent Gold. Donc, c'est juste savoir de quel outil d'analyse il s'agit et si possible, est-il possible de le partager. La deuxième question, c'est le cours à venir dont a parlé la présentatrice, à savoir sur la segmentation des cours qui vont être présentés et auxquels elle nous incite à nous inscrire. Juste savoir si ces cours-là sont gratuits ou payants. Et puis, ma dernière question, c'est une question de compréhension. Est-ce qu'on peut considérer la segmentation comme une évaluation initiale ou encore une analyse situationnelle, ou bien on peut la considérer simplement comme une composante participant à l'amélioration des résultats dans un programme ou bien dans un projet? En d'autres termes, la segmentation, c'est quelque chose qu'on peut faire tout en étant dans un programme, un projet pour améliorer les résultats, ou bien on peut l'utiliser aussi en termes d'évaluation initiale ou situationnelle, avant même de concevoir un programme ou un projet. Merci.
Merci, M. Kofi, pour vos questions. Alors, en premier, Latent Gold. Alors, Latent Gold, c'est une software. Comment dire software? Mais en fait, oui, c'est un logiciel, voilà. C'est un logiciel que vous pouvez télécharger depuis l'Internet. Je vais l'écrire ici. Je vais essayer de trouver un lien. En fait, je ne suis pas sûre si c'est payant ou pas, mais je peux regarder ça. Et en fait, c'est une logiciel qui permet en fait, il regarde toutes vos datas qui sont quantitatives, il regarde tous les points de data et il va, en fait, vous allez essayer plusieurs modèles et il va vous sortir, en fait, des modèles de segmentation. Et c'est à vous, en fait, de choisir lequel est le mieux. Mais bon, franchement, il y a énormément qui est écrit sur l'Internet sur comment utiliser Latent Gold. C'est une process. Il faut avoir quelqu'un qui comprend bien les données quantitatives, mais ça se fait. En deuxième, les cours. Tous les cours que j'ai mentionnés sont gratuits. Il n'y en a pas qui sont payants. En dernier, alors, si j'ai bien compris, votre question, c'est autour de quand est-ce qu'on peut utiliser la segmentation. Si on peut l'utiliser après qu'on a conçu un programme ou après. Je dirais vraiment les deux, ça va très bien. Comme vous avez dit, je pense que ça peut marcher le mieux au tout début, quand on sait que, par exemple, on va travailler dans la vaccination et on veut augmenter la vaccination parmi une groupe de personnes. Et du coup, on a notre objectif. Il faut toujours avoir l'objectif, mais ça se fait là. Mais aussi, même si on a fait la moitié de notre programme et on a l'impression qu'on n'a pas on n'a pas assez de personnes, on n'a pas atteint notre objectif de vaccination ou quoi que ce soit, on peut bien le faire au milieu. Ça ne change pas grand-chose, je pense. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à vos questions. Merci, Madeleine. Merci beaucoup, Madeleine, de votre brillante réponse. Merci, Madeleine, de votre éclairage quant à ça. Merci infiniment. Il y a une question qui nous provient de notre collègue Youssouf Fofana, qui voudrait savoir est-ce que la segmentation dépend-elle du contexte social de la population cible? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? À vous tous les deux, Madeleine et Dr. Oumarou, vous allez vous jeter dans l'eau. Donc, notre collègue Youssouf Fofana voudrait savoir si la segmentation dépend du contexte social de la population cible. Madeleine, vous êtes là? Oui, je suis là. En fait, je ne comprends pas trop la question. Ça dépend dans quel sens sur la situation sociale? Dans quel sens dépendre? Donc, est-ce que la personne qui a posé la question peut prendre la parole pour mieux expliquer sa question? Prendre la parole. C'était qui avait posé la question pour que la personne puisse prendre la parole pour mieux expliquer? Alors, merci, c'est moi. Vous m'entendez? Voilà. Oui. Voilà, très bien. En fait, je voulais savoir si on a, par exemple, accès à des populations qui sont soit riches, qui sont soit pauvres, qui vivent dans un environnement plutôt précaire ou dans un environnement plutôt favorisé, ou qui sont dans un environnement plutôt traditionnel ou plutôt moderne, si la segmentation tient compte de ça, si elle dépend de cela. Oui, vous venez de faire une segmentation en citant comme ça, déjà une segmentation. Voilà. Et on pourrait encore mettre d'autres paramètres pour mieux réussir. Est-ce que parmi ces pauvres, parce que la segmentation, c'est deux paramètres que vous allez mettre. C'est par rapport à quelque chose. Ces riches-là se comportent comment par rapport à telle chose? Ces pauvres-là se comportent comment, par exemple, nous faisons la planification familiale. Comment est-ce que ces riches-là se comportent face à la planification familiale? Si leur comportement est différent du comportement des pauvres ou de la classe moyenne, alors là, c'est un segment à part entière par rapport à la planification familiale et nous devrons design des messages pour pouvoir y répondre à cela. Voici la réponse que j'ai pour
OK. Allô? 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 Permettez. Vous pouvez fermer votre micro, Sambio. OK, merci. Avant que... il y a des questions aussi qui sont dans le chat, pour ne pas qu'on oublie. Avant de laisser la parole à ceux qui ont soulevé leur main, il y a quelqu'un qui a demandé, je pense que cette question est adressée à Adamou, l'outil de segmentation. La personne voulait savoir si l'outil de segmentation est utilisé lors du premier rendez-vous ou à chaque rendez-vous. L'outil de segmentation est essentiellement utilisé lors du premier rendez-vous. Mais le prestataire, quand le client va venir, par exemple, après accouchement, elle a eu à contracter une grossesse, elle a accouché, elle peut vouloir changer de meilleur, donc il s'agit de la segmenter. Donc, en fonction du jugement du prestataire, et c'est fondamentalement réservé pour celles qui viennent pour la première fois dans le programme. Allô? Merci. Allô, bonjour. Allô? Merci de couper votre micro. Merci de couper votre micro. Nous allons prendre ceux qui ont levé la main, nous allons prendre. Vous avez posé des questions. J'ai donné cette opportunité pour qu'on puisse parler avec les participants. Mais il y a tellement de choses qui viennent dans le chat. Avant de revenir à toutes ces personnes qui ont soulevé leur main, il y a une personne qui demande à Madeleine, est-ce que elle dit quoi? L'étude, l'exemple des résultats de l'étude Johnson & Johnson, l'étude était-elle quantitative uniquement? Si oui, est-ce que les participants ont vraiment pu donner leur avis comme il faut pour permettre d'avoir une idée de leurs valeurs, comportements et attitudes? Oui, alors c'était uniquement quantitative. Après, ce qu'ils ont fait, ils ont utilisé les données pour créer les segments et puis pour créer des messages qui sont ciblés à chaque segment. Et ils ont testé ces messages. Et du coup, en testant ces messages, ils ont eu des retours qualitatifs. Mais en fait, on peut bien avoir une compréhension du comportement des personnes à travers une recherche quantitative. Nous, on vient de faire ça pour des recherches de nutrition. En fait, c'est juste des questions qui sont très bien construites autour des habitudes et des croyances des gens. C'est vrai que qualitatif, c'est très bien et il faut souvent, pendant une segmentation, faire ça en complément pour bien comprendre. Mais oui, voilà. Pour Johnson & Johnson, c'était quantitatif. OK. Donc, en même temps, je profite pour poser une question qui est dans le chat. On demande, est-ce que pour faire la segmentation, il est obligatoire d'être en contact direct avec la cible ou bien on peut faire la segmentation à distance en se basant sur les recherches documentaires? Ça se fait sans être en contact avec la population cible, mais ça se fait beaucoup mieux quand on est en contact avec. Je ne sais pas si, Amadou, vous avez des choses à ajouter. Oui, comme vous l'avez dit, Madeleine, ça se fait seulement pour plus de rigueur, d'acceptance de ce que vous avez eu comme conclusion. Il serait mieux d'être en contact. Vous pouvez à distance regarder les documents ou des registres en santé et dire voici les différentes catégories de personnes qui viennent dans les centres et vous pouvez, en fonction de ça, pour telle maladie par exemple, en fonction de ça, vous allez élaborer des messages spécifiques. Mais si vous les avez rencontrés, ça serait plus édifiant. D'accord, merci. Peut-être que la personne est curieuse aussi de savoir, étant vous, quand vous êtes au niveau des États-Unis ou la France, est-ce que dans tous ces pays où vous avez travaillé dans le domaine de la segmentation, vous êtes déplacé pour aller faire les études? Ou est-ce que ce sont vos partenaires au niveau de ces pays qui vous ont aidé dans cette tâche? Madeleine? Pardon, pourriez-vous répéter la question, s'il vous plaît?
OK, je disais que peut-être que la personne est aussi curieuse de comprendre, puisque vous êtes en France, vous avez vos bureaux qui sont basés aux États-Unis, mais on a vu là dans la présentation que vous intervenez dans plusieurs pays. Donc, est-ce que dans tous ces pays où vous êtes intervenu, vous êtes parti sur le terrain pour faire ces différents travaux ou ce sont en collaboration avec vos partenaires qui sont dans ces pays que vous avez fait ces différents travaux? Oui, bien sûr. Alors, excusez-moi. À chaque fois, on est parti sur le terrain. Ça, c'est sûr. À chaque fois, on mène les études sur le terrain. On a souvent des partenaires qui mènent les études quantitatives, les personnes qui sont très familières avec la collection des données dans les communautés. Et du coup, on travaille souvent avec les partenaires. Mais nous, on y va à chaque fois pour faire les études complémentaires qualitatives. Alors oui, c'est toujours fait en termes. D'accord, merci. Donc, nous allons permettre à ceux qui ont levé la main de prendre la parole. On a Manzaman et So. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro pour poser votre question? Merci. Bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Mme Koli Magista Sambo. Merci beaucoup. Ma question porte sur les boîtes à feedback. J'aimerais savoir comment fonctionnent ces boîtes à feedback. Je n'ai pas bien compris à la fin comment la cliente peut évaluer en allant à la boîte à feedback et déposer un carton qui permettra après d'évaluer le prestataire. Je voulais mieux comprendre. Maintenant, ma deuxième question, ça va à l'endroit de Madeleine. Je voudrais bien comprendre parce que quand je regarde un peu la segmentation, je n'arrive pas à voir quelle est la différence entre la segmentation et les études CAP. Parce que nous avons les études CAP qui, au-delà de segmenter, reviennent sur les différentes caractéristiques. Est-ce qu'il y a des similitudes entre les deux ou est-ce que les deux se complètent? Comment est-ce qu'on peut mettre la différence entre les deux outils-là, que ce soit la segmentation et les études CAP? Voilà mes deux préoccupations. Merci beaucoup. En tout cas, félicitations à vous deux pour cette belle présentation. Merci. Donc, on commence par qui, Madeleine ou Adamou? Je prends la main. Donc, la boîte à feedback, quand le prestataire a fini de donner le service au client, le client, la prestataire lui tend le jeton qui le client va aller mettre dans la boîte qui correspond à ce qu'elle pense qu'elle a reçu comme qualité au niveau des soins. Donc, si les soins étaient bons, le client met dans la partie où c'est marqué vert. Si ce n'est pas bon, la partie rouge, ce n'est pas bon. Donc ça, tout le monde peut savoir que vert, c'est bon, rouge, ce n'est pas bon. Donc, c'est comme ça que nous avons design le feedback. Merci. Il y avait le deuxième volet de cette question qui était adressée à Madeleine. Madeleine, si vous avez bien compris la question, vous pouvez répondre ou dans le cas contraire, peut-être oui, répondre à la question. J'ai une question sur la question. Est-ce que c'était des études de cas? Alors, en termes d'études de cas versus segmentation, est-ce que vous parlez des segmentations, des études de cas, pardon, qui ont été que j'avais mis dans la présentation? Non, en fait, je parle des études CAP. Les études qui portent sur les comportements, attitudes donc souvent nous faisons lorsque, par exemple, au Togo, moi je suis au Togo par rapport à la COVID-19, quand on a eu des difficultés à aller vers la vaccination des jeunes qui traînaient, on a dû être obligé de faire une étude CAP pour voir concrètement qu'est-ce qui bloque que la jeunesse à pouvoir décider d'aller se faire vacciner. Donc, c'est cette étude, je voulais voir quelle est la différence de ces études-là avec la segmentation. Oui, d'accord, ok. Je vois ce que vous voulez dire. Je pense que les étapes en fait, que vous faites pendant une étude de cas, ça peut être très similaire à ce qu'on fait pour une segmentation. Mais la différence, c'est qu'une segmentation, c'est vraiment une méthodologie à part. C'est une méthodologie qui a des étapes très spécifiques pour créer ces profils.
Mais oui, je comprends bien que ce qu'on fait pendant les études de cas, ça peut être similaire. Mais je pense que c'est l'objectif à la fin qui est différent. Et surtout le focus sur le comportement, sur les attitudes, sur les valeurs, etc. Merci. Nous passons à M. Mazama. Est-ce que vous pouvez baisser la main, puisque vous avez déjà posé votre question pour nous faciliter les suivre les autres. Nous avons Amado, qui est Amado Moumouni. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question rapidement? Bonsoir, vous m'entendez? Oui. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir aux présentateurs. Merci vraiment pour ce qui a été dit. C'est des présentations de qualité. Moi, je suis du Niger. Je voudrais remercier le Dr Amadou pour la bonne présentation. Je suis journaliste et communicateur. Je ne suis pas tellement dans la santé de la production, mais je connais un peu l'environnement. Alors, j'ai quand même eu, je crois qu'en fin 2021, l'occasion de participer à une petite enquête sur la santé de reproduction au Niger. Et le constat que moi j'ai fait, c'est qu'en gros, les Nigériens n'ont pas l'information sur l'APF. On a fait beaucoup de centres de santé, beaucoup de CSI. Il y a non seulement le problème d'information, mais aussi la disponibilité des services et produits. Donc, ça fait que quand vous faites le point, ça ne peut pas marcher. Alors, j'ai vu que le docteur a fait une présentation qui peut vraiment, si j'ai bien compris, aider à mieux comprendre la santé de la reproduction ou bien la planification au Niger. J'aimerais savoir quels sont les résultats en tant que Save the Children et où est-ce qu'ils interviennent et comment ça évolue. Voilà, c'est ça ma question. Merci bien. Madeleine, je crois que c'est vraiment un point de vue qui reste partagé entre les deux. Madeleine, bienvenue. Et Dr Adamo, bienvenue. C'est vraiment un point de vue. Bienvenue. Parce que j'avais un autre point de vue complémentaire par rapport à ce que... Allô? On est ensemble? Bonjour, chers collègues. Vous venez de porter un point de vue. Oui, Madeleine, à vous. Oui, je pense que c'était plutôt une question pour Dr Amadou. Du coup, j'invite Dr Amadou de répondre. D'accord. Mais c'était vraiment un point de vue. Dr Amadou. Oui, c'est plus un point. Oui, c'est plus un point de vue. Maintenant, pour les résultats sont très concluants au point qu'aujourd'hui, le ministère de la Santé a érigé en stratégie phare par rapport au changement de comportement des prestataires, la stratégie que nous avons développée. Et la semaine passée seulement, nous étions en province pour la validation de cette stratégie-là. Donc, on a validé les outils et très bientôt, ces outils vont être intégrés sur les fiches cliniques en PF et ça va être une fiche clinique qui va être vulgarisée partout dans le Niger et des partenaires sont déjà en train de se placer pour la formation des prestataires en segmentation ou en counseling par segmentation. Donc, le résultat est là, elle est parlante d'elle-même. Merci. Merci. Nous allons prendre rapidement les deux mains qui restent, Eli et Imourou. Monsieur Eli Cabré, vous avez la parole rapidement parce que nous sommes à la fin de ce webinaire. OK, merci Jean-Jacques. Jean-Jacques. Demandé la parole, hein? Ah, je n'ai pas compris. Je n'ai pas vu votre mail. C'est qui, s'il vous plaît? C'est Mabinta Sambo, du Sénégal. Je laisse Eli d'abord poser sa question. Oui, évidemment, moi aussi, je veux intervenir de la Guinée-Conakry, s'il vous plaît.
Ok. Allez-y. Ok, merci Jean-Jacques pour l'opportunité en tout cas de ce webinaire. Et merci pour les deux présentateurs de ce webinaire, docteur Damo, que j'ai eu l'opportunité de travailler avec parce que je faisais partie de l'équipe Breakthrough Action du Burkina. Alors, ma question, c'était juste pour voir quelle approche ou quelle démarche pour l'utilisation de la segmentation dans un contexte d'urgence ou un contexte à déficit sécuritaire. Parce qu'à l'heure actuelle, nous sommes confrontés à cette situation. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est de savoir quelle approche faut-il utiliser justement pour appliquer la segmentation dans un tel contexte. Merci beaucoup. Vous m'avez saisi? Je ne sais pas si vous avez saisi ma question. Oui, oui. Alors, je pense que dans ce contexte-là, vous avez deux contraintes importantes. Un, c'est le temps et le temps d'agir. Et l'autre, ça va être accès à la population. Et du coup, pour le premier, pour le temps, je pense que j'éviterais de faire les études quantitatives parce que c'est ça qui peut prendre beaucoup de temps et beaucoup de ressources. Alors, je pense que je ferais à la place des études qualitatives. Qualitatives, d'accord. Et puis, pour l'accès à la population, ça aussi, c'est très difficile, mais soit on travaille avec les recherches qui existent déjà, soit on fait de notre mieux pour accéder à la population. Voilà. Docteur Amadou, vous avez des choses à ajouter? Non, vous avez suffisamment répondu à cette question, à la limite de mes connaissances en tout cas. Merci. Merci. Monsieur Jean-Jacques, oui. Le temps nous file, mais j'avais un petit témoignage par rapport à la segmentation qui est en implémentation sans le savoir en RDC. Actuellement, dans le camp de déplacés internes de Rutshuru, après les conflits armés entre le FRDC et le M23, il y a eu le déplacement massif de la population qui est accueillie dans le territoire de Miragongo de Karissimbi, où ils ont été atteints par le choléra. Et aujourd'hui, il y a un vaccin qui est là, le vaccin Evicol, qui vient d'être partagé. Hier, c'était le lancement officiel de la campagne de vaccination. Je crois qu'il a été ciblé par le chef de site, le chef de bloc et les populations déplacées, les femmes, le jeune. Donc, il y a des résultats, il y a un engouement de l'acceptation de la demande. Je crois que c'était de la segmentation à l'issue d'une évaluation rapide. Merci infiniment. Ça, c'est vraiment un témoignage que l'on peut rendre de ces deux présentations. Merci. Et le souhait serait que même les expérimentés en RDC ne soient pas ailleurs dans le monde en Afrique. Merci. Merci pour ce témoignage. Je pense que si nos présentateurs nous autorisent, il y a encore 4 personnes qui souhaitent poser 4 ou 3 personnes qui souhaitent poser des questions. Je ne sais pas si on pourra prendre ces 3 personnes. Mais en attendant, si on pourra le faire, vous pouvez signaler par message. Mais en attendant, on va laisser la parole à Mabinta. Oui. Oui, Mabinta, allez-y. OK, Imuru, allez-y pour votre question. Merci Jean-Jacques, merci à tous les présentateurs. Bonsoir à tous. Une question à l'endroit de Dr Oumarou. Avec l'expérience de feedback conçu à partir de l'outil de segmentation. Il y a un collègue qui est à côté de vous qui fait que ça fait l'écho. Ah oui, c'est ça. Il est dans son bureau, c'est vrai. Oui. Donc, j'aimerais savoir rapidement comment le traitement des feedbacks a été fait. Est-ce que de ce traitement, il y a eu des ajustements sur les outils qui avaient été confectionnés à la suite de la segmentation? Merci, c'est à l'endroit du Dr Oumarou. Merci, Oumarou. Donc, à la suite des feedbacks, d'abord, le feedback, comment est-ce que le dépouillement des feedbacks se fait? C'est le district sanitaire qui mensuellement vient pour dépouiller les feedbacks.
en dépouillant en présence des COGES, c'est-à-dire les représentants de la communauté, ça leur permettrait de dégager et aux prestataires et aux services, l'administration sanitaire, de voir quelle est la qualité qui est donnée au niveau. Et on fait à partir, si la qualité, si le feedback n'est pas assez bon, on cherche à déterminer qu'est-ce qui est en train de freiner ça et faire un plan d'amélioration de la qualité. Donc, c'est ça, c'est ce qui est fait des résultats des feedbacks. Ok, merci. Donc, le temps de prendre la dernière personne. Mabinta, si vous êtes là, vous avez la parole. Du Sénégal. Ok, donc elle nous a laissé. Il y avait Tiara de Guinée ou Lamine. Allô? Allô? Oui, allez-y rapidement parce que nous sommes à la fin. Oui. Allô? Oui, nous vous entendons. Allez-y. Ok, bonjour à tous. Moi, c'est Sanko Melamine. Sanko Melamine de la Guinée-Conakry. Je travaille au ministère de la Santé dans le service national de promotion de la santé. Je remercie vraiment cet échange d'expériences et d'idées. Je rappelle que nous travaillons en étroite collaboration ici avec le projet Breakthrough Action Guinée, qui d'ailleurs, notre service est leur ancrage en termes ici de communication pour le changement social et de comportement. Donc, ceci dit en passant, je remercie les deux présentateurs. Alors, je vais rapidement m'intéresser d'abord sur Omarou, je vais dire le deuxième présentateur sur le volet feedback, parce que c'est très important, tout ce que nous faisons en termes ici de changement de comportement communautaire, parce que nous travaillons beaucoup avec la communauté. La communauté a besoin ici de nous avons un droit de redevabilité envers la communauté. Alors, moi, je voudrais savoir, après que les clients qui viennent ici reçoivent des prestations, ici, s'ils veulent savoir de leur satisfaction par rapport ici à la qualité de la prestation, vous dites que le présentateur a dit qu'il y a un outil auquel le client peut utiliser pour savoir si il est satisfait ou pas. Mais moi, je veux savoir, au-delà de cela, quelle analyse, après qu'il puisse ouvrir maintenant la boîte là, quelle analyse maintenant il peut maintenant faire si toutefois le client n'est pas satisfait, quelle analyse ils feront pour pouvoir maintenant corriger ici la non-satisfaction maintenant du client. Moi, je veux savoir par rapport à ça. Merci. Les analyses sont diverses. Il peut y avoir des insuffisances dues au manque de matériel. Il peut y avoir des non-satisfactions dues à l'environnement. Par exemple, il n'y a pas de confidentialité. Il peut y avoir des insuffisances dues à la compétence du client, du prestataire ou l'accueil du prestataire. Donc, l'équipe qui va dépouiller va s'asseoir et dire, bon, voilà, voici avec tous ces types d'insuffisances qu'on peut avoir, qui sont déjà énumérés par le ministère, dans quel cadre votre centre peut tomber. Et en fonction de ça, on regarde d'abord le matériel, est-ce qu'il y a le matériel, est-ce que l'agent est formé, ainsi de suite, jusqu'à rétrécir les probables raisons de l'insuffisance de qualité. Et jusqu'à dire, voilà, le prestataire va se prononcer lui aussi et dire, ou les prestateurs, pour dire que c'est fort probablement ça, si on résout tel problème, ça va pouvoir aider. Et l'équipe, collégialement, donc pose le problème, le diagnostic et formule leurs objectifs de résolution du problème jusqu'à élaborer un plan de résolution du problème. Merci, je suis vraiment satisfait. Merci. Merci. Davis, vous avez la parole pour nous conduire dans des mots de fin pour que nous puissions... S'il vous plaît, je veux demander à Madeleine, la formation dont il a dit là, est-ce que c'est sanctionné par une attestation ou un diplôme, s'il vous plaît? Oui, il y a des certificats lorsque vous finissez la formation sur le site. Il y a déjà partagé à plusieurs reprises le lien du site dans le chat. Merci. Merci. Donc, nous sommes très... Alors, s'il vous plaît, est-ce que la formation elle est gratuite?
la lecture. S'il vous plaît, la formation je crois que les informations ont été partagées dans le chat et ce qui permettra que Madeleine puisse continuer à échanger, à interagir avec tous les participants au vu de l'intérêt que le sujet soulève. Merci Madeleine. Merci Dr Oumarou Amadou de vos deux brillantes présentations. Nous serons encore très heureux dans l'avenir de voir ensemble avec Springboard comment on peut encore rééditer ces exploits au vu de l'intérêt que vos deux questions suscitent et pourquoi pas l'extension dans les autres pays. Merci infiniment à tous les participants à ces webinaires. À présent, nous allons devoir laisser la parole à M. Jean-Jacques pour essayer un peu de donner une orientation à la suite et par rapport à Springboard. Et après, on pourra procéder par la fin de notre webinaire de ce jour. Merci infiniment. Bienvenue, M. Jean-Jacques. Merci à tous pour le temps que vous avez accordé à participer à ce webinaire. Je vais laisser l'occasion à Madeleine de dire son dernier mot et par la suite à Adamou son dernier mot et nous allons continuer ce webinaire. Merci. Madeleine, vous avez la parole pour votre dernier mot. Oui, merci beaucoup. Merci Elvis et merci Jean-Jacques. Je vous remercie pour l'opportunité de partager avec vous notre expérience avec la segmentation. Je vais envoyer la présentation mise à jour à Jean-Jacques et il va vous partager la présentation, comme ça vous avez toutes les ressources pour vous. Merci encore. Merci. Monsieur Adamou, vous avez la parole. Oui, c'est des remerciements aussi. Je remercie vraiment l'audience pour la patience et les contributions qu'ils ont apportées. C'est un sujet très intéressant que moi, ça me donne beaucoup de l'eau à la bouche pour discuter, partager avec les gens. Pour tous ceux qui veulent continuer les discussions, mon mail est dans le document, donc je le partage. Le document est déjà avec Jean-Jacques, donc je serai très disponible à partager avec eux. Et pour qu'il y ait vraiment extension de cette stratégie dans tous les pays, en Afrique et ailleurs. Merci. Merci à tous. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Nous avons beaucoup appris aujourd'hui en ce qui concerne la segmentation grâce à l'intervention de Madeleine et puis d'Adamou. Madeleine de Campbell Collective qui est basée en France et d'Adamou au niveau de Save the Children qui travaille sur le projet Break for Action, plus spécifiquement le projet WABA Niger. Et nous avons compris que la segmentation est vraiment importante dans la mise en œuvre des programmes de la communication pour le changement social de comportement. Et les deux nous ont montré les processus de comment mieux segmenter. Et nous avons aussi appris qu'il ne faut pas seulement se baser sur la démographie, car il y a beaucoup d'autres choses à aller en profondeur dans cette question de segmentation. Et aussi, ils ont pu nous partager les études des cas et les exemples tirés de leurs différents travaux au niveau des différents pays d'intervention. Merci, je pense que nous avons beaucoup appris aujourd'hui et chacun dans son pays d'intervention, dans sa zone d'intervention, mettra certainement en œuvre les connaissances de ce webinaire pour mieux encore obtenir de bons résultats dans les différentes interventions de vos programmes. J'ai aussi partagé les liens pour les cours sur la segmentation et vous allez recevoir aussi les liens par mail encore. Je pense que la majeure partie d'entre vous êtes inscrits, donc j'ai déjà votre mail pour tous ceux qui se sont inscrits et je vais partager également l'enregistrement par mail aussi dès que l'enregistrement est disponible. Tous ceux qui sont sur Springboard, vous aurez aussi l'opportunité d'avoir l'information lorsque le nouveau cours sur la segmentation sera disponible parce que également nous allons faire cette promotion sur Springboard qui est le réseau social pour tous ceux qui sont dans le domaine de la santé publique. Donc, si vous n'êtes pas encore sur Springboard, je vous encourage à rejoindre Springboard parce qu'il y a encore des ressources, d'autres événements qui se trouvent sur ce site-là. Merci encore. Bon après-midi à vous ou bonne soirée à vous. Cela dépend de là où vous êtes connectés. Merci Madeleine, merci Adamou, merci Elvis, qui encore une fois a pu accepter de jouer le rôle de modérateur lors de ce webinaire. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir parmi nous. Merci à tous, merci
Bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir.